And our last speaker on this podium today is Lionel Marty, the chargé de recherche here at the CNRS, and he will be giving a paper on l'écriture de l'histoire en Haute-Mésopotamie de la période paléo-babylonienne à l'époque néo-assyrienne. So we are moving all the way to the first millennium. Tout d'abord, je souhaitais m'associer aux autres orateurs pour remercier les organisateurs de ce colloque et tout particulièrement Dominique Charpin, qui est celui qui nous a réunis dans ce projet PCE-HM. Il fait aujourd'hui 34 degrés à Paris, 32 degrés à Alep, 34 degrés à Kirdarat, 41 degrés à Mari et 43 degrés à Mossoul. Nous sommes donc bien dans un contexte proche-oriental. Le projet que je souhaitais vous présenter s'est révélé, comme vous pouvez l'imaginer, un peu trop ambitieux, donc j'ai réduit un petit peu la fenêtre à la fois chronologique et d'observation sur Katunan. Comme le rappelait Dominique Charpin concernant la leçon inaugurale de René Labatte, l'époque paléo-babylonienne est souvent sous-estimée par les spécialistes de l'époque néo-assyrienne. Faire le lien entre les deux permet d'être pourtant beaucoup plus attentif aux différents corpus disponibles en fonction des époques et surtout à l'impact que cela peut avoir sur le travail de l'historien. Dans le cadre du projet PCE-HM portant sur pouvoir et culture écrite, la comparaison ponctuelle des données de corpus séparés d'un millénaire, mais surtout de nature différente, est intéressante, notamment pour répondre à la question de savoir comment l'écrit peut rendre compte ou pas de certains pouvoirs locaux. Alors, d'un côté, les sources néo-assyriennes, principalement composées d'inscriptions royales décrivant l'armée assyrienne partant à la conquête du monde, et de l'autre, pour l'époque paléo-babylonienne, des lettres et documents administratifs documentant une vie un peu plus concrète. Lorsque l'on s'intéresse à l'histoire politique de petites entités, on constate aisément, notamment lorsqu'elles se confrontent aux puissances majeures du Proche-Orient, qu'elle est le plus souvent présentée de manière finalement assez simple: indépendance, conquête, plus ou moins brutale, intégration, modèle qui fonctionne parfaitement pour l'histoire néo-assyrienne. Or, la documentation de Mari nous montre le plus souvent des situations beaucoup plus complexes, dont on doit se demander si cela n'est pas plus lié au type de documentation qu'à un changement d'échelle dans la puissance. Je vous propose, pour essayer de respecter la durée de la communication, de me focaliser sur la question de Katunan, qui est documentée de manière évanescente à l'époque néo-assyrienne, principalement par des inscriptions royales, et qui, à l'inverse, est plutôt bien documentée par les documents mariotes. Nous étudierons donc tout d'abord ce que les inscriptions royales nous présentent, puis nous verrons ce que la documentation de Mari permet de comprendre de la structure de la province, avant de nous intéresser à la question de la gestion de cette entité. La ville ou le pays de Katnou, c'est-à-dire Katunan, est attesté 3 fois dans la documentation de la pratique néo-assyrienne et 10 fois dans les inscriptions royales, que l'on peut d'ailleurs diviser parce qu'il y en a plusieurs occurrences au même moment, pour une période allant de Adad-Nirari II à Esarhaddon-Voir à Surbanipal, soit plus de 250 ans. La ville de Katnou apparaît pour la première fois dans les inscriptions d'Adad-Nirari II dans le cadre de ses campagnes de reconquête des territoires perdus. Lors d'une de ces campagnes, il se dirige donc vers Gouzana, finalement vers Sikani, situé aux sources du Rabour. Au cours de cette campagne, il part vers le sud. Il passe notamment par Tabetou, ici, Shadikani, où il reçoit tribut, puis il descend vers Katnou, où il maintient le représentant local et il reçoit un tribut. Il passe ensuite par Dourkal-Klimou, dont il nous dit qu'il l'a fait sienne, et poursuit ensuite vers le pays de Laké, dominé par le Bit Raloupé. Il mentionne, juste avant d'accéder au Souroum, avoir reçu à Terka le tribut d'un personnage habitant ce pays, et de conclure avoir reçu l'ensemble du tribut de ce pays jusqu'à sa frontière. L'expression de faire sienne Dourkal-Klimou signifie certainement que le roi y installa un palais et faisait de cette ville une ville dépendant directement de lui.
Si on passe à Tukulti-Ninurta II, lui qui lance des opérations depuis le sud, on le voit remonter. De la même façon, il reçoit le tribut, on le voit dans la ville de Durkatlimou. Là, ce qui est intéressant, c'est il dit recevoir les tribus du pays de Laké dans sa totalité et celui de Durkatlimou. Puis il se dirige vers Katunan et remonte. Et donc vous voyez en vert les zones où il perçoit le tribut et en rouge les zones où il ne le dit pas. Les inscriptions de Tukulti-Ninurta II tendraient donc à montrer que Durkatlimou a pu avoir un statut qui a changé, mais qu'il n'est pas encore totalement intégré dans le pays de Laké. Faisons un petit bond en avant. Sous Assur-Nazir-Pal II, la région du Rabour n'est toujours pas totalement sous contrôle assyrien. Lors d'une campagne, il nous dit passer, là, cette fois, par Tabatou, une fois de plus, pas de tribu, puis descend vers Shadikani, où il reçoit des cadeaux, puis Katnou, où il reçoit des cadeaux, passe par Durkatlimou, où il ne reçoit rien, puis se dirige vers le Bit-Raloupé. On constate donc qu'au début de l'époque néo-assyrienne, la zone du Rabour se compose de petites entités politiques centrées autour d'un centre urbain important que les Assyriens tentent progressivement d'absorber puis d'intégrer dans leur système provincial. On notera la place changeante notamment de Durkatlimou et l'importance du pays de Laké qui s'étend au sud. Et on notera aussi qu'il ne semble pas y avoir eu de tentative par aucun de ces centres, à l'exception de ce que l'on voit dans le sud, d'intégrer ou de conquérir ses voisins. Il faut attendre le règne d'Adnirari III pour voir réapparaître Katnou, cette fois intégré au système palatial, puisque correspondant à une petite partie de la province de Nergal ou Pali-Leresh au choix, très haut fonctionnaire néo-assyrien qui exerça ses activités sous son règne. Différentes inscriptions montrent que ce personnage, qui était gouverneur de la province de Ratsapa, se vit attribuer un vaste ensemble de territoires allant en gros du Tigre au Souroum. Dans la stèle retrouvée à Saba, nous pouvons lire notamment qu'il s'agit de la stèle de Nergal-Eresh, gouverneur des villes de Nemed Ishtar, Abkou, Maré, des pays de Ratsapa et de Katnou, des villes de Durkatlimou, Karasun-Nazirpal et de Sirkou, des pays de Laké et de Rindanou, de la ville de Hanat, du pays de Sourou et de la ville de Ashur-Hatzbat. Dans une autre stèle, le roi assyrien précise que le même Nergal-Eresh est gouverneur des pays de Ratsapa, Laké et Rindanou, de la ville de Hanat, du pays de Sourou, de la ville de Ashur-Hatzbat. Vous remarquerez facilement que les premières villes de l'inscription précédente ont disparu, tout comme le pays de Katnou. Or, dans la suite du texte, qui indique les villes et villages que le roi confiait au gouverneur pour rénovation, se trouvait un toponyme et ses 14 villages dans le pays de Katnou. Faut-il comprendre qu'entre la rédaction de ces deux stèles, le pays de Katnou était été intégré administrativement dans une ou autre province, tout en conservant une existence géographique? La question reste posée. L'avantage ou l'inconvénient est donc, compte tenu du nombre de sources disponibles, qu'il est assez facile de se faire une idée de l'évolution politique régionale. Katnou, ville ou pays, est une petite entité que les Assyriens semblent finalement contrôler assez tard, entre le règne d'Assur-Nazir-Pal II et d'Adnirari III. Bon, jusque-là, tout est assez facile et assez simple. Vous voyez, on a peu de documents. Passons rapidement à la question mariotte. Pour l'époque de Marie, contrairement à ce que nous avons vu pour l'époque néo-assyrienne, il semble que la plus grande partie du Rabour soit comprise dans le district de Katunan, ce qui, par rapport aux périodes récentes, présente finalement une grande extension et donc intègre des centres qui deviendront ensuite indépendants. Cette province est bien documentée puisque une partie de la correspondance de ses gouverneurs a été retrouvée et qu'elle apparaît aussi dans la documentation administrative. Grâce à la base Archibab, on peut voir que le toponyme Katunan apparaît dans 218 textes de l'époque de Zimri-Lim, donc pour moins de 13 ans, et dans 238 textes paléo-babyloniens. Si vous voulez tout savoir sur cette province, vous pouvez notamment lire le passage du PDF sur PC, l'article de Nele Ziegler dans la RA 105. Il a été très tôt montré que toute la zone sud de Katunan jusqu'à sa frontière avec le district de Sagaratoum n'était pas très densément occupée par des sédentaires. En revanche, Hervé Reculot, qui est aussi flou, je suis désolé, a bien montré l'investissement consenti par Zimri-Lim dans la mise en culture de la région autour de Katunan,
et plus au nord, en étudiant notamment l'augmentation des surfaces des terres agricoles disponibles au cours du temps et les difficultés rencontrées pour trouver la main-d'œuvre nécessaire. Si à première vue son organisation paraît bien comprise, il semble, à y regarder de plus près, que sa structure soit plus complexe et que sa composition ait pu évoluer au cours du temps. On connaît plusieurs gouverneurs de cette province, depuis les débuts du règne de Zimri-Lim jusqu'à sa fin. La province est tellement bien documentée que nous sommes face à un problème qui peut paraître parfois d'actualité. Il y a trop de responsables qui semblent être en fonction en même temps. Se pose alors la question du statut de chacun, voire la question du remplacement ponctuel des uns par les autres, comme l'a bien exposé Brigitte Lyon. Nous savons que les principaux fonctionnaires d'un district étaient donc le gouverneur Chapitoum, qui, comme l'a montré Dominique Charpin, dépendait directement du Premier ministre Soukaloum. Nous avons ensuite le chef de cadastre, l'intendant, qui dépendait directement, lui, du Chandabakou, fonction qui nécessitait annuellement le paiement d'un abstrait afférent. Le nord du district. Ah non, la carte. Bon. Le passage de Mac à PC est une catastrophe. Bon, j'en suis désolé. Le nord du district jouissait peut-être d'un statut particulier. On sait par exemple que Zimri-Lim avait envisagé, avant d'envoyer Iturazdou à Narour, de lui attribuer les villes de Der, Zilran et Tabatoum. Je cite, lorsque Monseigneur est retourné à Marie et qu'il a fait les sacrifices d'Eshtar, j'ai exposé devant Monseigneur mon rapport détaillé. Monseigneur m'a dit ainsi, après la fête d'Eshtar, je t'attribuerai la gérance de Der, Zilran et Tabatoum, mais à présent, Monseigneur m'a installé à la fonction de gouverneur de Narour. Ainsi, si l'on constate d'un côté des forts liens entre Katunan et les villes du Nord, on a aussi l'impression que la zone Nord pourrait correspondre à une entité cohérente. Deux lettres du chef de pâture Ibalpiel semblent montrer que, bien que relevant de Katunan, les champs de Zilran, Tabatoum et Magrissa forment un ensemble cohérent, ce qui, à regarder une carte, fait sens. En revanche, on constate aussi que parfois toutes ces villes sont mentionnées ensemble, notamment lorsqu'il est question d'une attaque de criquet. Cette subdivision pourrait aussi être illustrée par le fait que Zimri Adou ressente le besoin, pour régler certains problèmes à Tabatoum, de nommer un chassikatim. Par ailleurs, Idin Dagan, dont Nele Ziegler a édité plusieurs lettres très intéressantes dans la Héra, semble jouer le rôle d'un Nabu Bitim à Tabatoum. Ce personnage est quant à lui, normalement, contemporain de Ragba Haroum, qui est Abu Bitim à Katunan. Nous aurions alors un dédoublement de certaines fonctions dans la partie nord du district. Si toute peine mérite salaire, toute charge nécessite paiement. Suivant une pratique bien connue, l'accession à une charge nécessitait le paiement d'une redevance. C'est notamment le cas pour les charges de gouverneur et de ses adjoints. Dans le cas de Katunan, on en trouve peut-être des traces dans les textes administratifs. C'est possiblement le cas de ARM 7 214, dans lequel on trouvera tout d'abord la perception de différents personnages, dont Bardilim, puis de différentes charges, dont la dernière mentionne Katunan, puis celle de Tabatoum. Comme l'a très bien montré Dominique Charpin, la somme perçue ici pour la Chapitoutoum est parfaitement cohérente avec un texte qu'il a publié récemment, dans lequel il est précisé que Zimri Adou devra préparer 3 bœufs, 18 moutons, 3 mines et demi d'argent et 18 étoffes correspondant à la charge de Chapitoutoum, à la charge de chef de cadastre et à la charge d'intendant depuis Katunan jusqu'à Doursabim. Et on a la date, le 29 ZL6, et c'est scellé par le sceau de Zimri Adou. Les quantités des 3 bœufs, 18 moutons et 3 mines et 18 étoffes se divisent par 3, et donc, comme il l'a bien montré, il est envisageable de retrouver la même somme aux lignes donc 5' et 8', probablement. En revanche, compte tenu de la place disponible, cela signifierait que les paiements de Idin Dagan et de la Bout de Bitim seraient partiels. Le texte donc du 29 ZL6 daterait après le début de la fête d'Eshtar. En travaillant sur cet exposé, je suis tombé sur un texte dont j'avais oublié l'existence,
et que j'avais, il y a quelques années, présenté un commentaire, et qui est très proche du texte précédent. On voit, Yatarum donnera, alors, 3 mines et demie d'argent, 3 bœufs, 18 moutons, 18 étoffes, correspondant à la charge de gouverneur et à la charge d'intendant, depuis Katunan jusqu'à Dur Sabim, et continuellement. Et nous sommes probablement en ZL13. Compte tenu des parallèles avec le texte précédent, j'ai restauré les mêmes quantités, puisque le nombre d'étoffes est le même et que le nombre de moutons paraît globalement être le même. On notera toutefois qu'il n'est fait mention cette fois que de 2 charges, celle de gouverneur et celle d'intendant. La charge de Shasikatim n'est pas mentionnée. Ces 2 documents n'ont pas pour objet l'enregistrement d'une réception par l'administration, mais la reconnaissance du fait que le personnage s'engage à accomplir cette dépense, ce qui explique certainement qu'il soit, dans les 2 cas, celui qui scelle le document. Comme l'a montré Dominique Charpin, le mécanisme de la chapitutum est explicité dans une lettre datée du début du règne, dont je vous cite le passage ici. Samétar va être gouverneur depuis Terka jusqu'à Samanoum comprise, mais il n'a apporté en redevance qu'une mine d'argent, un bœuf, les moutons pour le district et les étoffes pour le district. Si Monseigneur donne complètement à Samétar la région tout entière, il doit lui fixer 2 mines d'argent, 2 bœufs pour lui, les moutons pour les districts et les étoffes. Samétar n'est gouverneur que d'une partie du district, il doit donc payer une redevance réduite, mais si son district s'agrandit, la redevance doit elle aussi augmenter. On retrouve ainsi, d'une part, la définition d'une borne de zone d'influence, ainsi que la redevance composée d'argent, de bœuf, d'ovins et d'étoffes, ce qui est un parallèle avec les 2 textes. Ces redevances peuvent être payées lors de la réception de l'Igissoum, dont Michael Guichard et Grégory Chambon ont publié quelques-uns des tableaux de perception qui n'ont rien à envier à nos tableaux Excel. Et cette lettre d'ailleurs de conclure, Monseigneur doit fixer les protocoles des gouverneurs, les jours de l'entrée de la déesse, son proche, etc. S'il s'agit bien d'un moment lié à la fête d'Eshtar, rappelons que Iturasdu discuta avec Zimrilim de sa nomination autour de ce moment-là, et que le texte de Zimriadou a été rédigé le 20 du mois 10, après la fête. Sur le calendrier particulièrement complexe de ces festivités, on pourra se reporter notamment aux travaux d'Antoine Jacquet. On se demandera donc si ces textes ne pourraient pas être des exemples de ces protocoles qui, dans ce cas, fixeraient les montants globaux des charges. Si la lecture du revers est bonne, avec le continuellement, on se demandera s'il n'est pas possible de faire le lien avec une lettre de Zimriadou à Zimrilim, évidemment très cassée, concernant un refus de paiement, dans lequel il est fait mention du fait que les fils de Patakoum se sont réunis et ont délibéré en ces termes. Si nous payons maintenant cet argent, à l'avenir, continuellement, et évidemment, le texte est cassé après. Le déroulement du sceau sur la tablette livre le nom du père de Yatarum, un certain Til Abnou. Cette information est importante, car elle permet de s'y retrouver parmi les nombreux homonymes. Une lettre atteste du titre de gouverneur de Katunan porté par Yatarum. Peu de documents le montrent en activité, ce qui s'explique probablement par la faible durée de son gouvernorat. Un Yatarum, fils de Tilabnou, apparaît comme garant du rachat de Bédouins détenu par des Yaminites en ZL10. Dans ARM 868, on trouve comme témoin Yatarum, fils de Tilabnoum, qualifié de Sougagou. On le trouve aussi possiblement qualifié de Bédouin. C'est pourquoi on se demandera si le Yatarum qualifié de Bédouin, de Bédouin dans un texte daté du 7-9 ZL13 avec des apports de moutons ne pourrait pas être le même personnage et que ce soit là aussi en lien avec la fête d'Eshtar. Alors, des liens ont été faits aussi entre notre Yatarum et un Sougagoum de Zignan. Or, comme l'a justement fait remarquer Dominique Charpin, le Sougagoum de Zignan, qui est documenté à l'époque de Zimrilim en versant sa Sougagoutoum, est un dénommé Yachoub Dagan dès la fin de ZL2.
Grâce à la publication des lettres du début du règne de Zimri-Lim par Jean-Marie Durand, on constate que ce Yatarum de Zinyan est documenté dans les lettres du début du règne, mais surtout que l'on a une lettre où Yassi-Dagan indique à Zimri-Lim que Yatarum, le Sougagum de Zinyan, gardait chez lui des enfants de 2 chefs, Mariamina, et la lettre se conclut, on mettra au fer cet individu, et avant toute chose, je l'amènerai chez mon seigneur. Dans ce cas, il est fort probable que cela explique la fin de la carrière de ce personnage, et donc le gouverneur de Katunan n'est probablement pas le Sougagou de Zinyan. Les 2 textes tendraient aussi à montrer que la zone sur laquelle possiblement porterait la charge irait de Katunan à Dur-Sabim. Alors, la localisation du toponyme n'est pas certaine, mais le Ziegler remarque que sa situation est intrinsèquement liée à celle de la ville de Der, et que donc Dur-Sabim est plutôt situé dans la steppe. Compte tenu des attestations de Dur-Sabim en lien avec Der, Zilran et Tabatum, et si les propositions de localisation sont justes, cela pourrait, une fois encore, tendre à montrer que la zone correspondant à la charge de Yatarum s'arrêterait juste avant l'ensemble formé par le lot que se proposait Zimri-Lim de donner à Itur-Asdou. Ainsi, même si le district de Katunan donne l'impression de s'étendre plus loin au nord, il pourrait être composé de plusieurs sous-ensembles. Bon, une autre interprétation, bien sûr, serait possible si on place Dur-Sabim plus au nord, et dans ce cas, cela pourrait expliquer que, à partir de Zedel-6, c'est-à-dire après le moment où Itur-Asdou part dans le nord, il récupère dans sa province la partie qui devait être donnée à Itur-Asdou. Arrivé au terme de cet exposé, j'espère avoir pu vous montrer que si nos sources conditionnent nos approches, parfois des analyses croisées permettent d'aller plus loin. Il est évident que le milieu a un impact sur les structures politiques qui se succèdent, comme l'illustre la durée de vie de la ville de Katunan. La documentation néo-assyrienne montre que la région se compose de centres indépendants, sans que l'un d'eux ne semble avoir tenté de conquérir ses voisins. Malgré cette impression de puissance très locale, on constate néanmoins que les Assyriens ne les intègrent que très progressivement à l'Empire. Mais tout ça avec un schéma extrêmement simple. La documentation mariotte illustre en revanche une complexité beaucoup plus prononcée. Katunan est le centre d'une province en cours de construction. Elle est géographiquement centrale, mais finalement, paradoxalement, elle semble aussi correspondre à une sorte de limite sud, dont la partie nord est assez éloignée, centrée sur la région de Tabatum. Cela permet finalement de comprendre pourquoi, en l'absence de pouvoir étranger pour la réunir, la région reste morcelée en petites entités, et je vous remercie pour votre attention.